Chers amis supporters, bonjour, bonsoir, vous connaissez la formule maintenant. Bienvenue dans ce 45e numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. On va revenir ensemble sur la victoire du FC Metz face au Paris FC, donc c'était samedi au stade Charletti. Victoire très importante car elle permet aux Grenats de recoller au top 5 dans ce début de championnat. Et pour en parler, j'accueille mes chroniqueurs et chroniqueuses du jour. On commence par toi Virginie, salut, comment ça va? Bonjour à tous, ça va bien, après une victoire ça va toujours mieux. Réveil en douceur j'imagine, ouais, c'est vrai que ça fait du bien. Alors à tes côtés, un autre habitué du talk, nouveau spécialiste S-tactique de Let's Go Metz, Thomas Doué alias la maison du Grenat. Salut Thomas. Salut tout le monde, ouais alors tactique peut-être pas autant que le Mignon, même s'il y a des choses qu'on a vues très intéressantes sur ce match contre Paris, mais on va en discuter et non, je suis très content d'être parmi vous. Super, et enfin notre président à vie, fondateur de Let's Go Metz, Kevin Bignossi. Salut Kevin. Salut Gérald, salut à tous. Je suis très content d'être dans le talk et de pouvoir débriefer une victoire, ça change de l'année dernière. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, on essayait de se voir pour une victoire. Je me souviens plus si on a réussi, mais c'est vrai que cette année, ça devait être un peu plus facile. Peut-être une fois, mais c'était, voilà, j'ai dû venir à la dernière minute parce qu'on n'était pas sûr qu'on allait gagner. Voilà, c'est ça. Alors les copains, le FC Metz donc a rendu une copie, alors certes imparfaite hier, on va en parler. Pour autant, les Grenats reviennent avec les 3 points, un match sérieux dans l'ensemble et une efficacité qui n'augure que des bonnes choses. Alors on va faire le traditionnel tour de table avec votre analyse globale de la rencontre. On commence par toi Virginie. Qu'est-ce que tu retiens de ce match ? La première mi-temps déjà, qui m'a beaucoup plu, cette envie d'attaquer, de presser haut, chose qu'on réclamait de voir. J'ai forcément comparé aux autres années parce que c'est ce qui nous manquait. D'avoir cette envie d'aller chercher le ballon déjà assez haut. La deuxième mi-temps, on était plus défensif et on avait moins la possession. On a couru un peu plus après le ballon. Mais franchement, cette première période m'a bien plu. Cette attaque me plaît bien. Enfin, ce côté gauche me plaît bien avec Sabali qui se révèle. La Ligue 2 lui va merveilleusement bien. Et je retiens aussi la cohésion de groupe qui a autour des nouveaux qui s'intègrent vraiment bien, qui apportent quelque chose. On voit qu'il y a une vraie âme derrière, un vrai amour du maillot. Et ça fait super, super, super plaisir. Donc voilà, une victoire, on n'en avait que trop peu l'année dernière, tu l'as dit tout à l'heure. Donc ça fait plaisir, des buts. Après, ça reste la Ligue 2. On ne pouvait pas leur demander de l'année dernière en Ligue 1 de jouer comme en Ligue 2. Cette année, forcément, tu ne joues pas contre Paris Saint-Germain de la même manière que contre le Paris FC et d'autres clubs pareils. Donc, il faut raison garder. D'un seul coup, on ne va pas se transcender en disant « Waouh, mais quelle équipe incroyable par rapport à l'année dernière !» Non. Mais par contre, c'est très encourageant et on pensait être un des favoris de cette Ligue 2 et je trouve qu'on l'est. Très bien. Thomas, on a vu donc un FC Metz bougrement efficace en première mi-temps, alors qu'on avait des craintes, surtout par rapport à l'armada parisienne. Oui, alors il y a clairement un parallèle assez clair par rapport au match de Rodez. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que les deux matchs à l'extérieur de Metz se ressemblent, comme les deux matchs à domicile de Metz se ressemblent aussi. Très étonnant, mais pourtant c'est c'est un heureux hasard. En tout cas, les consignes, et Hein l'a un peu expliqué en après-match, que il y avait l'idée effectivement d'aller très haut sur les Parisiens, comme ça avait été le cas dans les ordres donnés contre Rodez. Effectivement, ça paye parce que, comme contre Rodez, tu es très efficace sur la première mi-temps. Et comme contre Rodez, en fait, après avoir marqué tes 2 buts, tu es un peu plus sur une dimension défensive de conservation du score. Là où Rodez, c'était la conservation à partir du 3-1, donc à partir de la réduction du score de Rodez, parce qu'on n'était pas loin de mettre le 4e contre Rodez. Là, il y a eu une conservation sur la deuxième, donc ça, on sent très bien quand même que cette équipe, à un moment donné, passé une certaine période dans le match, cherche à plus conserver qu'à marquer le 3e. Mais de manière générale, Paris a été plutôt déjoué en fait sur cette rencontre parce qu'ils n'ont eu pas énormément d'occasions franches, à part, je dirais, sur la première mi-temps, on a le but et on a la barre transversale à un moment donné qui peut jouer. Et il y a surtout aussi le face-à-face remporté Oui. par Okidja. Ça, faut le souligner, Okidja enfin décisif depuis le temps qu'on attend un Ouais. match où vraiment on peut dire qu'il est décisif. Là, on l'a eu, quoi. Alors, l'arrêt est pas très conventionnel, vous verrez. Non, c'est vrai.
Il sort en tournant le dos aux joueurs, hein, donc les spécialistes gardiens de but jugeront de la manœuvre. Après, le reste est que il s'est un peu plus montré actif, notamment sur les centres, là où par exemple le but en est un des exemples, ou même une action auparavant, je m'en souviens, où il était un peu plus passif. Là, on sent quand même que la deuxième mi-temps, il s'est montré un peu plus actif. Et dernier point que j'aimerais un peu pour clôturer sur ce débat-là, parce qu'effectivement, sur cette question-là, plutôt de mon côté, sur effectivement l'argument offensif. Il y a quand même une petite innovation sur ce match qu'on n'avait pas vu sur les autres matchs, c'est que enfin on a vu ce qu'on attendait un peu de Le Mignan dans sa tactique un peu historique qu'il mettait en place depuis quelques années, c'est qu'on a eu enfin un système où ce fameux 4-4-2 hybride où en gros vous avez en phase défensive deux joueurs devant et en première mi-temps on a vu que c'était Sabali et Hein qui étaient présents aux avant-postes. En deuxième mi-temps ça a même été Elisor et Azoro, on voyait le même parallèle. Par contre, en phase offensive, on voit que ça lâche un peu plus les chevaux, puisqu'on a Udol, Traoré et Sané derrière, Ko évidemment qui est toujours très très haut, mais on donne la possibilité à Udol de monter. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui était assez frappant lors des matchs précédents, c'est que le système à 3 défenseurs fixes qu'on a vu, qui pour moi n'est pas une bonne solution parce qu'elle t'enlève quelqu'un au milieu de terrain et elle t'enlève quelqu'un dans l'apport offensif. Là, on a vu un Udol qui, par exemple, s'est lâché et en plus qui est décisive sur le deuxième but, qui aurait pu être décisive sur la passe à Sabali où Sabali rate son face-à-face pour mettre le 3 buts à 1. Donc, non, je pense qu'offensivement, on a eu de bons enseignements. Et on a eu aussi, on en reparlera peut-être, mais il y a eu quand même 2-3 joueurs dont j'aimerais un peu souligner aussi la prestation qui ont élevé leur niveau. Et Sabali, ben voilà quoi, il est dans une concurrence avec Elisor notamment et maintenant Azoro, puisqu'Azoro est considéré comme étant un joueur de l'avant-poste et plus trop vraiment comme un joueur de côté. Donc ça va lui faire du bien aussi dans la concurrence pour la suite. Hein. On va en parler juste après. Kevin, cette victoire, elle s'est dessinée rapidement, hein, encore une fois. Les Grenats ont subi, par contre, en seconde période. Mais on avait cette sensation, en fait, que Metz, finalement, maîtrisait son sujet. Ouais, complètement. Bah, d'ailleurs, le coach l'a dit à la fin du match, hein, tout n'a pas été parfait selon lui, et je pense qu'effectivement, cette deuxième mi-temps, pour lui en tout cas, était celle-là. Euh, mais malgré tout, j'ai pas eu le sentiment en tout cas que l'équipe avait, comment dire, un manque. En tout cas, je trouve qu'il y avait beaucoup de sérénité dans cette équipe. C'est ça qui m'a rassuré, c'est-à-dire que même si effectivement dans les temps faibles, l'équipe a pu montrer parfois des difficultés, on n'a jamais eu le sentiment qu'on était vraiment inquiété, même si effectivement, tu l'as souligné tout à l'heure, Oukidja fait enfin un match décisif. Ça faisait longtemps. Je suis pas sûr que cette saison il y en ait eu, ni l'année dernière aussi rapidement en tout cas. Donc c'est bien, ça va lui donner aussi la confiance. Faut pas oublier que quand on a un bon gardien pour monter en Ligue 1, c'est quand même plus facile. Et puis du coup, voilà, je pense que Stéphane Le Mignan l'a dit, il y a des choses encore à améliorer, mais on commence à sentir sa patte sur ce match-là. Et je pense aussi que le fait de jouer une équipe qui fait du jeu, contrairement aux équipes que l'on avait pu rencontrer jusqu'à maintenant, qui étaient peut-être un peu plus défensives, va peut-être améliorer ça. Je pense qu'on risque peut-être aussi de se rencontrer contre Lorient qui sera aussi une équipe à peu près du même calibre que le Paris FC. Mm, mm. Alors Virginie, hier, Stéphane Le Mignan a positionné Cheikh Sabali à la pointe de l'attaque et le Sénégalais a inscrit son troisième but de la saison en 4 matchs. Alors est-ce que Cheikh Sabali, pour toi, vient de passer numéro 1 dans la rotation des avant-centres du FC Metz? Forcément, forcément, bah, les buts lui donnent raison, donne raison aussi à l'entraîneur. Il se révèle. Il a une concurrence, mais là, franchement, il vient de marquer beaucoup de points pour être un titulaire presque indiscutable. La Ligue 2 lui va bien, comme je disais tout à l'heure. Il progresse, il se bonifie, et je pense que cet entraîneur lui fait confiance et cette cette confiance lui fait du bien, lui a apporté de cette maturité. J'avais rencontré Laszlo Bologna il y a quelques mois et il n'avait pas ce même rapport avec Sabali. Il pensait que Sabali était un peu bébé, je mets des gros guillemets, mais c'était un peu le rapport qu'il avait. Dans le contexte de la Ligue 1, peut-être. Ouais, Plus généralement. Ouais. puis dans le vestiaire, et puis voilà, donc il n'allait pas lui donner forcément
un gros poids dans cette attaque. Ce qu'il peut maintenant avoir, et surtout avec les buts marqués. Donc, je suis très, très heureuse pour lui parce qu'il le mérite. Il a beaucoup travaillé. C'est un garçon super. Donc, qui va nous faire du bien parce que c'est le but aussi, hein, c'est qu'on gagne et qu'on remonte en Ligue 1. Je pense qu'il faut trouver une animation parce que Sané, on peut le dire, moi, m'avait quand même un peu déçu. Voilà, je l'ai trouvé un peu trop fragile devant. Ouais, c'est vrai que on l'attendait pas, Thomas Cheikh Sabali, à ce niveau-là, en tout cas. Tu penses que vraiment il peut jouer la concurrence, une concurrence saine avec Elisor, Assoro, puis avec le jeune Sané, sachant qu'effectivement ça ouvre finalement plus de possibilités sur les côtés. On pense par exemple au retour en forme de Papa Amadou Diallo, qui était plus ou moins bloqué si on mettait Sabali à son poste. Ouais, alors encore une fois, je pense que là, il y a un changement. Le changement tactique aide beaucoup par rapport au match précédent, par rapport, enfin pour l'attaquant de devant, parce que quand tu passes d'un système où tu as trois centraux qui restent de manière permanente derrière, à finalement deux centraux qui peuvent rester en attaque et il y en a un qui prend des libertés comme Udol, c'est sûr que l'apport offensif est pas le même. Et donc, quand tu es un attaquant, tu as plus de soutien offensif pour te mettre en valeur. Et on le voit bien, Udol a très bien apporté offensivement. Et comme j'expliquais sur l'action de Sabali quand il rate le 3 buts à 1. Donc, ça, il faut aussi prendre ça en compte sur le fait que il faut donner aussi les conditions à l'attaquant pour être bien. Ceci étant dit, Sabali aujourd'hui, et je me méfie toujours un peu de Sabali par rapport à une chose, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'année dernière, Sabali fait plutôt un bon début de saison. D'ailleurs, je m'en souviens, ça m'a valu sur les réseaux des petites discussions enflammées parce qu'à l'époque, j'avais dit que Sabali, certes, il faisait un bon départ, mais il ne faut pas qu'il fasse un pétard mouillé et que ça donnait un peu un genre de open gate qui, à un moment donné, a des fulgurances et qui tombe dans les abîmes. Et Sabali a malheureusement eu ça l'année dernière. C'est-à-dire qu'il a démarré en trombe et après, il a totalement disparu. Donc déjà, il faut que ce point-là un peu change, qu'il ait cette constance offensive. Après, voilà, maintenant, le fait que si tu dis que tu as deux éléments offensifs avançant devant, comme on l'a vu là, et j'espère encore une fois que ça va se répéter, l'alignement tactique dans l'esprit qu'on a vu contre Paris. J'espère que ça va répéter parce que ça permet de donner au plus d'avant-centre possible la possibilité de jouer. Car tu as Sabelli, tu as Azoro, tu as Elisor, tu as Sané. Tu as déjà ces quatre éléments-là aujourd'hui. Il faut quand même à un moment donné que, certes, tu peux te dire aujourd'hui que Sabali va être aligné sur les prochains matchs parce que clairement, dans l'apport, il mérite. Il a aussi, on l'a vu également, la possibilité d'être placé à gauche pour la rotation, pour pouvoir faire rentrer deux autres avancantes, pour pouvoir un peu remettre des forces vives devant. Il faut se dire que, en tout cas, il peut pas jouer de manière isolée. Donc, si on reste dans l'esprit là, Sabali peut, pourquoi pas, y rester avec Simon Elisor. Et alors après, effectivement, il va falloir faire un choix sur le cas Sané, parce que mettre Sabali en avant, je vois pas Elisor être mis sur le banc à terme. Donc, c'est que Sané va à court ou moyen terme en pâtir, avec le fait que vous savez que j'aime bien l'appeler le projet DNCG 2025. D'ailleurs, il est en train de prendre un peu du plomb dans l'aile, ce projet DNCG 2025. Et donc voilà, mais en tout cas pour Sabali, il faut faire attention parce que l'année dernière, il a démarré en trombe, ça s'est calmé très très vite après quelques journées. Donc j'espère juste que Sabali va pas répéter, on va dire, la même erreur. Mais en tout cas, je suis assez content de le voir décisif aux avant-postes. En tout cas, ce que dit le Mignon, c'est que c'est un profil différent des autres. Et c'est vrai que ça permet, par rapport peut-être à l'adversaire, justement, par rapport à la manière dont tu vas jouer ou subir, ça permet effectivement une belle rotation. Kevin, Sabali, 3 buts en 4 matchs, on n'attendait vraiment pas à ce registre-là. C'est plutôt la bonne surprise de ce début de championnat, finalement. C'est une très bonne surprise. Et moi, plutôt que d'espérer qu'il fasse ça toute la saison, je suis déjà content qu'il puisse prendre le rôle de buteur actuellement que nous n'avons pas. Donc, on va pas bouder notre plaisir. On va surtout être content que, à défaut d'avoir un vrai attaquant qu'on annonçait à ce poste-là, qu'il y en ait un qui prenne le relais et qui soit capable déjà pas mal. Donc, 3 buts en 4 matchs, on ne pensait pas que Sabali endosserait ce rôle-là, mais il est efficace. Gauthier il l'a dit, Stéphane Lemignon le dit aussi. Voilà, face au but, il est efficace, plus que Ibou Sané, qui a eu sa chance malheureusement, mais qui aura peut-être un peu plus de temps pour pouvoir arriver à ce poste-là.
bah, aujourd'hui, on est content de ça. Voilà. Et se dire que bah, Sabali peut-être sera notre buteur de la saison, je ne pense pas. Mais aujourd'hui, bah, faut le prendre comme tel et se satisfaire de ça. Peut-être que Edizor prendra le relais, peut-être que Joël Assoro prendra le relais, et peut-être même Kikou Sané en fin de saison, après une année complète avec tous ces joueurs-là autour de lui, bah, prendra la confiance et marquera des buts. Voilà. Et peut-être même, auquel cas, sera ajusté au mercato en janvier si on se rend compte qu'aucun de ces attaquants-là n'est efficace à cette période-là, c'est-à-dire au mois de janvier. Ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai qu'on craignait justement ce poste par rapport au mercato parce que tout le monde attendait une recrue. Puis finalement, elle n'est pas arrivée. Mais c'est vrai que ça fait du bien de voir qu'on a quand même, pour la Ligue 2 en tout cas, quelques armes. Mais comme je le disais tout à l'heure, tout n'a pas été parfait dans ce match. Alors, je vais vous demander de me donner vos tops et surtout vos flops. Parce que les tops, j'imagine déjà qui ça va être, mais j'aimerais que vous expliquiez un petit peu vos choix. Alors, on va commencer par toi, Virginie. Qu'est-ce qui t'a plu et surtout qu'est-ce qui t'a moins plu dans les prestations des Grenats hier? Ce qui me plaît, je pourrais dire Sabali, voilà, parce que c'est le buteur du moment et c'est évidemment lui qu'on devrait citer. Mais je vais aller un peu plus loin. Moi, je pense plutôt à la cohésion de groupe. Moi, ce que je vois, ce que je remarque, je parle au début de cette émission, c'est vraiment l'intégration des nouveaux. Je veux dire, quand ils fêtent les buts, ils sont tous ensemble. Quand il y a des efforts à faire, ils les font ensemble, collectivement. Il y a plus de passes, je trouve. On se trouve mieux, on se comprend mieux. Et pour moi, ça peut vraiment être une des clés d'une remontée en Ligue 1. C'est vraiment de se considérer comme une équipe et pas une somme d'individualité. Et cette équipe-là, j'aimerais la voir à Saint-Symphorien parce que je ne vois pas la même équipe à l'extérieur qu'à domicile. Oui, parce qu'on voit qu'ils s'amusent en fait. C'est vrai que tu as raison. Il y a ce côté un peu jeu finalement qu'il n'y avait pas les dernières saisons où ils étaient tout le temps en défense et c'était la soupe à la grimace. Là, on voit effectivement qu'ils Ça s'amusent. tient que de l'entraîneur sur le schéma tactique, avoir envie de jouer avec ce ballon, de parce qu'il y avait peut-être un peu trop de peur l'année dernière. On était vraiment tout le temps sur la réserve. On avait peur à chaque fois de se prendre des buts, d'avoir des défaites. Enfin, c'était lourd l'année dernière, cette ambiance. Voilà, on s'en souvient encore. Un peu de fraîcheur, un peu de légèreté, un peu de jeu, un peu de sport. Ça fait du bien, en fait. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de souligner. Mais ça, encore une fois, j'ai envie de le voir à Saint-Symphorien parce que je sens encore un petit peu cette chape de plomb qui pèse encore un peu sur les joueurs. Après, le public n'était pas facile pour la première journée. Il y a eu des revendications. Donc, on va laisser passer quelques matchs à Saint-Symphorien. Il va y avoir plein de matchs qui vont se succéder. J'aimerais que cette fraîcheur perdure malgré les matchs qui vont s'enchaîner. À voir. Et dans mes flops, je veux dire qu'on se prend un but quand même à chaque match au moins. Donc, va falloir être plus rigoureux défensivement. Ça va avec le fait d'attaquer plus haut, d'être plus ouvert, forcément. Hein. Ça peut aller de pair, mais tu n'es pas obligé quand même de te prendre un pion à chaque fois. Donc, j'aimerais bien, qu'il y ait plus de rigueur défensivement. D'accord. Thomas, même question? Ouais, alors je vais commencer par les flops. Y a pas vraiment eu de joueurs qui, je dirais, ont été totalement cataclysmiques parce que même un Sané qui aurait pu être un flop hyper évident, parce que sa Ça, première mi-temps à Sané, Sadibou, hein, donc on est d'accord. Sadibou Sané bien sûr, hein, qui était titulaire en défense, c'est assez limite, mais par contre la deuxième mi-temps elle est impeccable. Donc c'est un demi-flop, on va dire. Parce qu'il s'est quand même bien rattrapé sur la deuxième alors qu'il avait son carton jaune et il a quand même été assez entreprenant défensivement, beaucoup plus sollicité et assez propre. Donc lui, c'est un demi-flop, donc je vais quand même le mettre dans les flops, même si je reconnais que sa deuxième mi-temps pour moi est très très propre. Un joueur que j'ai pas assez vu dans ce match, qu'on peut mettre sur le coup aussi du fait qu'il a joué en plus en sélection avec la Gambie, c'est Monsieur Jalot, que j'ai trouvé un petit peu pas Allô, assez hein? présent. Ouais. J'étais pas assez C'est les bas, présent. hein, ça dépend. Ouais. Pas assez présent dans l'apport offensif, dans la construction offensive du FC Metz. Donc c'est un petit peu dommage. Là où par exemple, et ça va faire la transition avec le top justement, j'ai trouvé par exemple qu'un Ndoukidi a eu un apport offensif un peu au-delà de ce que j'espérais. Il est, comme je le dis souvent un peu en ce moment, il est dans la bonne direction. C'est quelqu'un quand même qu'on voit pas seulement juste
passer la balle de gauche à droite, comme ont pu faire certains milieux par le passé. On voit qu'il prend des fois même des risques balle au pied, avec une tendance quand même, c'est qu'il a tendance à beaucoup trop attendre avant de lâcher sa balle, ce qui est un peu dangereux. Il lâche beaucoup sa balle de l'extérieur du pied en bout de course, mais par contre, il prend des fois le risque de prendre la balle, d'aller vers l'avant et d'apporter le jeu sur les éléments offensifs. Et donc ça, je voudrais le souligner parce que, comme ça a été dit notamment dans un petit article, l'arrivée de Stambouli va peut-être bouger pas mal de choses, dont notamment son futur temps de jeu. Et donc ça, c'est très bien pour lui d'avoir ça. Donc voilà, je voulais souligner ce petit point-là. Je pense que mon petit top sur ce match, ça va être Ndoumbé, parce que ça me fait plaisir. Voilà. Kevin, à toi l'honneur. Moi, de mon côté, ce serait celui qui était juste à côté d'Ndukidi. C'est Jesse Dominguez, qui, je trouve, prend de plus en plus de place dans cette équipe. Euh, il va devenir indispensable s'il ne l'est pas déjà. Il l'est déjà, je pense. Ouais. Voilà, complètement. Je trouve que c'est un joueur qui, pour le coup, amène vraiment le rôle dont on avait besoin. On aurait peut-être pu avoir besoin l'année dernière. J'aime toujours à comparer les saisons où on est monté, et je me rappelle que la première année avec Jean Fernandez, ça remonte un petit peu hein, pour les anciens, mais c'était Grégory Proman qui avait ce rôle-là au milieu de terrain. Quand Francis de Tadeo est monté, c'était Julien Cardi au milieu de terrain qui avait un peu ce rôle-là. Quand Albert Cartier est monté, c'est Romain Rocchi qui avait ce rôle-là. Quand Antonetti est monté, c'est Renaud Coad qui avait ce rôle-là. Et aujourd'hui, j'ai la sensation que Jesse Deminguet est potentiellement ce joueur qui pourrait être le facteur plus pour le milieu de terrain, pour l'équipe, parce que globalement, en plus d'être un très bon joueur, c'est un meneur d'homme, et je pense que c'est le joueur dont on avait besoin, et peut-être sans doute la meilleure recrue du mercato. Alors attention aux suspensions, parce qu'il est déjà, je crois, à 2 cartons jaunes depuis le début de saison. Et c'est vrai que sa faute hier, qui amène d'ailleurs le but, parce que je crois que c'est sur le coup franc d'après, sa faute, elle est intelligente. Effectivement, c'est une faute classique, mais elle lui coûte un jaune et il faudrait pas qu'il prenne trop de jaune quand même. Hein. Après, c'est sûr, mais forcément, plus un joueur va enchaîner les matchs, à son poste en plus, ça amènera des cartons, ça c'est certain. Mais déjà, le fait que Benjamin Stambouli soit recruté, le fait que, comme l'a dit Thomas aussi, que Joseph Ndukidi monte un petit peu en puissance à ses côtés. Et je pense que s'il soit aux côtés de Jesse Deminguet ou de Benjamin Stambouli, il va progresser. Donc, effectivement, au moins, on a un peu plus de marge de manœuvre en cas d'absence de Jesse Deminguet, mais je pense que c'est vraiment un joueur qui est essentiel dans le jeu et j'ai trouvé ça vraiment encore plus flagrant hier contre le Paris FC. Et concernant les flops, comme tout a plutôt été dit, moi, ce serait plutôt les journalistes de beIN Sport qui étaient assez parisiens, en tout cas hier, j'ai trouvé. Eh ben, Et figure-toi que je le savais, j'attendais que quelqu'un le dise. J'ai coupé au bout d'une minute et j'ai mis Thomas Jean-Georges sur France Bleu Lorraine. Alors j'ai j'étais décalé hésité. avec l'image, mais c'est pas grave C'est pas grave. parce que même en étant pro-messin, Thomas Jean-Georges pardon arrive toujours à rester honnête et Ouais. je me doutais que voilà Bein Mais ça allait être ça. Quoi. Et là, j'ai trouvé ça, enfin, j'ai rien contre les frères Lopez, hein, mais j'en ai bouffé tout le match et à un moment donné, c'était un petit peu relou, quoi. Donc, voilà, c'était, on va dire, le petit flop du match qui m'a fait un peu moins kiffer la rencontre. C'est-à-dire qu'il y a un environnement globalement pas terrible et je trouve vraiment très pro-parisien. Je pense que ça doit peut-être leur dire, ben voilà, si Paris monte en Ligue 1, ça fera un déplacement en moins pour eux la saison prochaine en Ligue 1. Je ne sais pas, mais toujours Ah, c'est est-il un peu que, le voilà, cœur, je c'est pense, qui parlait. Le cœur parlait, mais ils n'arrêtaient pas de dire non, non, mais peut-être. alors, on n'est pas pro-parisien, voilà, médecin Mhm. et tout, bien sûr. Mais si déjà tu es obligé de le préciser, c'est que c'est perdu, gars. Mais Exactement. c'est déjà une plaie en général quand tu montes en Ligue 1. T'as l'impression qu'à chaque fois les mecs ils sont pro l'équipe adverse. Mais alors c'est vrai que quand c'est une équipe parisienne, c'est exacerbé, c'est un peu relou comme tu dis. Quoi. Alors Virginie, Complètement. comme le préconisait Stéphane Le Mignan, le FC Metz donc est monté en puissance hier. Maintenant l'objectif, on en a parlé tout à l'heure, c'est de maintenir ce niveau d'exigence et de confirmer à domicile. Et samedi prochain, ça va être un gros morceau hein, avec Lorient. Ouais, un copain de la descente. C'est un club un peu comme Metz qui aime bien tâter de la Ligue 1 ou de la Ligue 2, moins que nous quand même pour la Ligue 2. Une belle équipe, ils ont réussi à quand même à conserver de bons joueurs, notamment défensifs. Donc je sais, je me dis que ça va être peut-être le premier gros choc pour moi de ce début de saison pour le FC Metz. C'est à domicile.
il va falloir se libérer, je le disais tout à l'heure, avoir plus de légèreté. Et c'est pas contre Lorient que ça va être simple à faire. Donc je pense que ça peut être un match assez tendu sur le terrain. Mais justement, tactiquement, il va falloir être bon. Il va falloir reproduire un petit peu le même schéma qu'on a vu contre le Paris FC. Pas s'excuser. Paris FC, quand on a commencé le match, était le leader de cette Ligue 2. Il n'avait perdu aucun match, avait gagné même tous ses matchs. Et on ne s'est pas excusé d'être là. Et tout de suite, on est rentré dans le match. C'est ce que je veux voir contre Lorient à Metz. Une bonne entame de match. Et Thomas, tactiquement, c'est encore un peu difficile de prévoir à l'avance les choix de Stéphane Le Mignan. On a la sensation qu'il s'adapte réellement aux adversaires. Une chose est sûre, samedi prochain, la victoire est obligatoire. Comment on joue face à Lorient? Ah oui, déjà parce que tu peux pas te permettre de lâcher autant de points à domicile, en plus contre un concurrent direct. Et non, tactiquement là, il faut vraiment que le jeu, que l'esprit tactique qu'on voit contre Paris, qui encore une fois, le fait d'ouvrir le score ou le fait d'encaisser le premier but change beaucoup la physionomie d'un match parce que l'adversaire se comporte pas de la même façon. Et on le voit très bien quand tu concèdes les ouvertures du score contre Bastia et contre Laval. contre Laval. L'adversaire est recroquevillé, il sort pas, donc forcément c'est pas du tout la même dynamique de jeu. Maintenant, je pense que le Mignon ne doit pas aujourd'hui avoir peur et il doit tout simplement appliquer ce que on avait vu en préparation et ce qui pour moi offensivement est aujourd'hui le truc qui te donne le plus d'apport offensif cohérent, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'il faut qu'il arrête avec ses trois centraux permanents, avec ses deux pistons. De toute façon, on a vu que Candé peut pas jouer le piston gauche. Hein. Je pense que si vous avez vu le match de Laval, vous voyez que c'est pas possible. Si vous voyez l'apport offensif d'un Candé piston gauche contre Laval et vous voyez l'apport d'un central gauche comme Udol sur le match contre le Paris FC, vous vous dites c'est un truc qui va pas. Udol a été pratiquement plus offensif sur son match en central gauche que Candé en piston gauche, ce qui a pas de sens. Et donc on voit clairement que c'est un système qui offensivement il met beaucoup plus en valeur les éléments, donc il faut aller dessus. Ça va être aussi très important pour un joueur comme Sabelli, parce que je pense que Sabelli on va le retrouver aux avant-postes contre Lorient, d'avoir de la présence autour de lui un peu plus forte que le système qu'on a vu de genre de 3 ce genre de 3-4-1 contre Laval. Donc il faut vraiment donner toutes les chances sur ce terrain-là et parce qu'on en a besoin aussi bien les supporters, mais surtout comptablement, on peut pas laisser partir autant de points à domicile. Parce qu'on devrait être beaucoup plus haut, quoi. Et donc c'est là où clairement il faut pas avoir peur, se dire voilà l'adversaire va jouer peut-être avec deux attaquants, du coup je mets 3 centraux permanents parce que j'ai peur d'eux. Non, t'as pas peur, tu es à domicile, tu vas les embêter avec ton système hybride, Stéphane, hein, comme t'embêtes toutes les équipes depuis des années, parce que des équipes n'arrivent pas à jouer ton système hybride avec le latéral droit qui monte hyper haut et un central gauche qui lui ou latéral gauche qui reste derrière et qui des fois monte quand il veut machin. Tu les embêtes, tu joues comme ça et tu verras que ça va être mieux. Donc voilà, donc j'espère juste avoir la même chose contre Lorient. Quand je vous dis que c'est un spécialiste de la tactique. Kevin, le mot de la fin. Lorient, c'est un adversaire de taille. Et en plus, les Messins vont enchaîner direct mardi d'après avec la réception de Martigues. Un 6/6 sur cette petite période, ce serait clairement idéal, je pense, pour véritablement marquer les esprits. Ouais, complètement. Et puis en plus de ça, bon bah il y a aussi l'aspect qu'on est pour l'instant encore invaincu, donc ça pèse aussi. Je veux dire par là que ce serait quand même dommage d'avoir la potentielle première défaite de la saison à Saint-Symphorien, soit contre Lorient ou soit contre Martigues, peu importe. Mais effectivement, au minimum 4 points, ça serait déjà la chose à faire parce que bon, bah, quand on a des ambitions qu'on va monter, c'est au mieux, voilà, c'est le minimum. Euh, Après, à côté de ça, ce qu'il faut penser aussi, c'est que contre Lorient, déjà, bah, encore une fois, on aura accumuler une semaine de plus d'entraînement. Pour certains joueurs, c'est peut-être pas négligeable parce qu'effectivement, il y a des joueurs qui sont arrivés sur le tard. Euh, on a Benjamin Stoupouli qui va peut-être pouvoir potentiellement être intégré déjà contre Lorient au minimum peut-être dans le groupe. Ça risque de faire juste, je Et pense. puis, à voir. Peut-être au moins dans le groupe, effectivement, peut-être pas en tant que titulaire, mais déjà rien que d'être présent, d'être dans le vestiaire, c'est peut-être con, mais je pense que ça peut peut-être quand même avoir une importance. Je suis pas sûr qu'en tout cas sur le banc, quand on va, j'ai vu le banc, bon, du Paris FC, je vais repartir sur les frères Lopez.
et Jean-Philippe Crasso, mais je veux dire par là, il y avait quand même un banc, malgré tout, à Paris qui était intéressant. À Metz, j'ai pas ce sentiment-là. Alors certes, effectivement, Benjamin Stambouli, il a sans doute pas 90 minutes dans les jambes, mais peut-être que potentiellement, il pourrait apporter sur une fin de match, si contre Lorient, on a des difficultés à pouvoir garder le ballon et au moins faire au maximum pour pouvoir peut-être potentiellement gagner le match. Et voilà, c'est en ça que je pense que ça pourrait être important de l'intégrer dans le groupe. Et puis, on oublie peut-être aussi Kevin Van Den Kerkhoff, qui peut-être potentiellement pourrait aussi de nouveau être réintégré, donc ça fait encore un joueur supplémentaire. Je pense que son rôle... On risque d'avoir besoin de lui à un moment donné, parce que... Je rigole parce qu'effectivement, en Ligue 1, il était peut-être pas non plus à son poste, qu'il était c'est vrai, non mais c'est vrai. Découvrait aussi, et qu'en Ligue 2, à Bastia... Mais c'est lui qui a les clés de toute Bastia, façon. C'était très intéressant en fait. Alors après, effectivement, peut-être qu'on a des choses qu'on ne connaît pas, que dans le vestiaire, il y a des choses qui font que il est peut-être pas intégré, qu'il l'intégrera pas tout de suite. Mais moi, je trouve en tout cas que c'est potentiellement un joueur qui aurait sa place, en tout cas dans cet effectif, avec notamment le fait d'avoir le ballon et d'avoir des ambitions en Ligue 2. Voilà. Après, c'est comme tu dis, Gérald, les clés sont dans ses mains, c'est à lui de décider de faire le maximum pour pouvoir y être ou pas, tout simplement. Thomas, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, juste pour dire que parce que j'ai un peu vu la presse, il y a une rumeur, alors elle vaut ce qu'elle vaut, que VDK pourrait peut-être partir en joker. Et on va voir. Okay. Bon. Du côté comment dire, chez comment dire, une équipe qui nous a mis mal lors d'une double confrontation à la fin de la saison. D'accord. Oui, qui je parle. En Ligue 1, d'accord. Voilà. Okay. Donc, qui d'ailleurs démarre pas très bien apparemment sa saison de Ligue 1. Gagné leur premier match hier. Voilà. Bon, on dira rien. On ne dira rien. On va rester concentré sur nos grenades. Voilà. Bon les amis, le talk touche à sa fin. Pensez à liker la vidéo, à partager. On se retrouve très vite sur letsgomez.com et dans un prochain numéro du talk. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.